Salut à tous, je m'appelle Pierre. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui a secoué la haute société américaine. Le meurtre de Martha Moxley. Une histoire de privilèges, de secrets de famille, et d'un nom qui résonne encore aujourd'hui, Kennedy. C'était l'été dans la banlieue cossue de Belhaven, Greenwich. En cette douce soirée du 30 octobre 1975, Martha suppliait sa mère de la laisser sortir pour la nuit des bêtises. Cette veille d'Halloween, où les adolescents du quartier s'adonnaient à des farces innocentes. Après d'insistantes négociations, Dorothy, la mère de Martha, finit par céder aux supplications de sa fille. Les heures passèrent, et l'inquiétude grandissante de ne pas voir revenir son enfant poussa Dorothy à appeler plusieurs amis, pour découvrir que personne n'avait vu Martha. Les recherches commencèrent, mais ne durèrent guère longtemps. Le corps de Martha fut retrouvé à peine 60 mètres de chez elle, sous un pin, sauvagement assassiné à coups de club de golf. Que s'est-il passé cette nuit du 30 octobre? Qui pouvait avoir commis un acte aussi cruel envers une âme si jeune? Et quels secrets se cachent derrière les murs dorés de la prestigieuse Belhaven? Greenwich est l'une des plus anciennes villes du Connecticut, riche d'histoire et de culture. À seulement 15 minutes en train de New York, cette ville côtière offre à la fois le charme typique de la Nouvelle-Angleterre et l'effervescence de la vie citadine. Les habitants de Belhaven étaient là connus pour leur distinction et leur influence, et personne n'aurait imaginé qu'une société si privilégiée puisse se salir les mains derrière leur portail doré. Martha Elizabeth Moxley, véritable papillon social, était reconnue pour sa nature extravertie et son amour de la vie. Née le 16 août 1960 de Dorothy et John David Moxley, Martha était la benjamine de la famille, aux côtés de son frère aîné John. Après la mutation professionnelle de son père à Piedmont, Californie, en 1974, toute la famille déménagea dans une spacieuse demeure du Connecticut. Si ce déménagement de plus de 4800 km représentait un grand changement pour tous, Martha s'adapta remarquablement bien. En très peu de temps, elle se fit de nombreux amis parmi ses camarades de classe, attirés par sa personnalité vivace et son assurance naturelle. En à peine 9 mois, elle fut élue fille la plus populaire de Western Junior High School. Cette popularité grandissante attira également l'attention des garçons. Martha était de ces personnes pour qui tout semblait sourire. On la décrivait comme amicale, sportive et douée pour les arts. Tout paraissait lui venir naturellement. Son frère John confia lors d'une interview: « Elle était très facile à vivre, enjouée, amicale, le genre d'enfant qu'on aime avoir près de soi. » Malgré sa popularité éclatante, Martha restait très attachée à sa famille. Elle passait souvent du temps à la maison, dessinant ou jouant avec Tiger, son chat. Mais comme toute adolescente, elle avait aussi son côté plus rebelle. Durant l'été 1975, Martha passait la plupart de ses journées au club de Belhaven, jouant au tennis ou flânant à la piscine. Elle y socialisait avec les autres enfants de ce club très select. Ces jeunes étaient décrits comme appartenant à une catégorie à part, différent de ses autres amis. Ils fréquentaient des académies privées et des pensionnats, jouissant d'une richesse impressionnante, même selon les critères de Greenwich. Parmi ses enfants, une famille se distinguait particulièrement: les Skakel, cousins des célèbres Kennedy. Martha entretenait des liens étroits avec les garçons Skakel, Thomas et Michael. Les Skakel étaient les voisins des Moxley. Michael et Thomas étaient les neveux d'Ethel Skakel et de son époux Robert F. Kennedy, frère du défunt président John F. Kennedy. Le frère d'Ethel Skakel, Rushton, et son épouse Anne, avaient 7 enfants, parmi lesquels Thomas et Michael, âgés respectivement de 17 et 15 ans au moment du meurtre de Martha en 1975. Les Skakel étaient loin d'être une famille heureuse. Michael Skakel évoquera plus tard la maladie chronique, l'alcoolisme et une morale catholique répressive comme source constante de tourments familiaux. En 1973, Anne Skakel succomba à une tumeur au cerveau, laissant son mari alcoolique, Rushton Skakel, sombrer davantage. Il abandonnait souvent les enfants à la maison sans surveillance adéquate, mais avec des moyens financiers illimités. Les Moxley habitaient à environ 150 mètres de chez eux. La maison des Skakel était constamment envahie d'adolescents, profitant de l'absence de surveillance parentale. Martha vivait ses plus beaux jours d'été dans le confort de la communauté fermée de Belhaven. Son adolescence était ponctuée de sorties en cachette, de cigarettes et de quelques bières. Dans son journal intime, Martha relatait plusieurs événements de ses vacances, dont beaucoup faisaient référence au garçon Skakel, particulièrement concernant les avances qu'elle recevait de Thomas.
Le 12 septembre 1975, elle écrivit « Cher journal, moi, Jackie, Michael, Thomas, Hope, Maureen et Andra. En conduisant la voiture de Tom, j'étais pratiquement assise sur ses genoux car je ne faisais que diriger. Il n'arrêtait pas de poser ses mains sur mon genou. Puis, j'ai conduit à nouveau, et Tom a mis son bras autour de moi. Il continuait à faire ce genre de choses. » À propos de Michael, le 19 septembre 1975, elle écrivit « Michael était tellement à côté de la plaque qu'il se comportait comme un vrai con dans ses actes et ses paroles. Il n'arrêtait pas de me dire que je menais Tom en bateau alors que je ne l'aime que comme un ami. Je lui ai dit « Et toi avec Jackie ? Tu n'arrêtes pas de dire que tu ne l'aimes pas et tu es tout le temps sur elle. Il ne comprend pas qu'on peut être gentil avec quelqu'un sans être constamment pendu à son cou. » Il était évident que Martha avait des sentiments mitigés envers les frères Skakel et se demandait souvent si elle devait arrêter de fréquenter leur maison. Le doute concernant sa propre sécurité et son confort planait dans son esprit, mais personne n'aurait pu prévoir ce qui allait suivre. Le soir du 30 octobre 1975, l'heure des bêtises arriva. Martha fit de son mieux pour convaincre sa mère de la laisser sortir avec ses amis. John, le père de Martha, était en voyage d'affaires, alors elle utilisa toutes les astuces possibles pour obtenir l'accord maternel. Après une insistance constante, Dorothy céda finalement aux supplications de sa fille. Belhaven était une communauté bien sécurisée, où chaque entrée et sortie était strictement contrôlée. On n'imaginait pas un tel crime dans un quartier comme celui-là. Martha sortit avec ses amis Jackie, Jeffrey et Helen. Le groupe se rendit chez les Skakel, où ils devaient retrouver les cousins Kennedy. La soirée avança, et minuit sonna. Dorothy était habituée au léger retard de sa fille sur son couvre-feu, mais son inquiétude ne s'installa véritablement qu'à 2 heures du matin. Au début, elle pensa que Martha avait peut-être dormi chez une amie. Elle appela Sheila, la meilleure amie de Martha, à la recherche d'informations, mais celle-ci ne l'avait pas vue depuis 21h30, heure à laquelle tous les jeunes étaient rentrés chez eux. Vers 3h30 du matin, rongée par l'inquiétude, Dorothy décida d'appeler leur voisin, Thomas Skakel, qui lui donna la même réponse que Sheila. À 3h35, elle se résigna à appeler la police. Les agents de Greenwich se rendirent immédiatement au domicile des Moxley. Après une rapide inspection du quartier avec Dorothy, ils ne trouvèrent rien d'anormal. Les policiers la rassurèrent et lui demandèrent d'attendre jusqu'au matin, tout en diffusant le signalement de Martha aux postes environnants. Dorothy finit par s'endormir près de la fenêtre, attendant le retour de sa fille. Le matin du 31 octobre 1975, Dorothy se précipita dans la chambre de Martha pour la trouver vide. La police fut rappelée et un sentiment profondément inquiétant commença à l'envahir. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Ne pouvant rester inactive, elle décida de faire le tour du quartier avec son fils John, et le premier endroit qu'elle visita fut la maison des Skakel. En 15 mois de résidence, Dorothy n'avait jamais mis les pieds chez ses voisins. Elle fut d'abord accueillie par leur chien agressif. Encore secouée par cette rencontre effrayante, elle frappa à la porte. Le plus jeune des frères Skakel, Michael, vint ouvrir. « Je suis Dorothy Moxley. J'habite en face et je cherche ma fille, Martha. Savez-vous si Martha est ici ? » « Non, Martha n'est pas là. » Il n'avait pas l'air en forme. En fait, il semblait avoir la gueule de bois. Malgré cela, Dorothy insista pour vérifier le camping-car garé dehors. Elle pensait que Martha s'était peut-être endormie à l'arrière. Mais après inspection, ses espoirs furent anéantis. Il était vide également. La nouvelle de la disparition de Martha s'était déjà répandue dans le quartier, et amis et voisins s'étaient joints à la police pour inspecter les environs de Belhaven. Peu après midi, l'amie de Martha, Sheila, se précipita chez les Moxley. Tremblante de peur, elle balbutia pour trouver les mots décrivant ce qu'elle venait de voir. À travers ses larmes, Sheila supplia la mère de Martha d'appeler le 911. Elle dit que quelque chose d'horrible était arrivé, que Martha ne bougeait plus. Quelqu'un l'avait attaquée. L'amie de Dorothy, Jean, qui se trouvait avec elle à ce moment-là, lui demanda de ne pas bouger pendant qu'il retournait voir ce qui s'était passé. Dès que Jean arriva sur les lieux, il fit une découverte macabre. À 200 pieds de sa maison, gisant face contre terre sous un grand pin à la lisière de la propriété des Moxley, se trouvait l'adolescente disparue. L'arrière de sa tête avait été sauvagement frappé et le club de golf brisé dépassait de son cou. Les vêtements de Martha étaient maculés de sang, son jean et ses sous-vêtements tirés jusqu'aux chevilles.
Près de l'adolescente se trouvait un fer 6 brisé, l'arme qui avait servi à frapper Martha à plusieurs reprises à la tête. L'impact avait été si violent que le club s'était brisé en 3 morceaux. Les fragments du club de golf étaient éparpillés près de son corps, tout sauf la poignée. Les forces de l'ordre furent bouleversées par cette découverte. Greenwich n'avait pas connu de crime violent depuis 30 ans, encore moins un acte aussi odieux. La police locale n'était absolument pas préparée à gérer une situation d'une telle gravité. Pour approfondir l'enquête, une équipe de la station du comté du Connecticut fut assignée. Les experts de la police scientifique firent de leur mieux pour rassembler autant de preuves que possible, et le corps de Martha fut envoyé pour autopsie. L'autopsie ne révéla aucune trace d'agression sexuelle, et les coups violents à la tête furent identifiés comme la cause initiale du décès. On découvrit plus tard que la jeune Martha Moxley était restée vierge jusqu'à la fin de sa vie. Pendant que l'enquête se poursuivait, la police locale de Greenwich commença à recueillir les alibis de chaque témoin connu pour établir la chronologie exacte de l'homicide. Les frères Skakel furent les premiers sur la liste. La police interrogea les 2 garçons le même jour, et ils présentèrent leurs alibis respectifs pour l'heure du meurtre. Lors de l'interrogatoire, Thomas Skakel déclara au détective qu'il avait vu Martha pour la dernière fois, vers 21h30 devant sa maison. Il affirma qu'après lui avoir dit au revoir, il était rentré directement à l'intérieur, où il avait rejoint le nouveau précepteur de la famille, Kenneth Little Hamilton, pour regarder French Connection. Thomas était ensuite retourné dans sa chambre pour travailler sur un exposé scolaire sur Abraham Lincoln. Ses professeurs, cependant, nièrent avoir jamais donné un tel devoir. Thomas passa finalement 2 tests polygraphiques. Les résultats du premier demeurèrent non concluants, mais Thomas réussit le second. Michael Skakel déclara au détective qu'il avait quitté sa maison vers 21h15 pour se rendre chez son cousin Jimmy Turenne, revenant vers 23h. La police eut immédiatement des doutes sur la déclaration de Michael, mais ne disposait d'aucune preuve tangible pour le désigner comme suspect dans l'affaire. Kenneth Littleton, 24 ans, fut également interrogé à l'automne 1976. Il déclara à la police avoir entendu des bruits à l'extérieur de la maison entre 21h30 et 22h. Avant de sortir, Littleton affirma avoir vérifié les 7 enfants. Skakel, Michael, son frère aîné Thomas et 2 autres garçons. Skakel n'était pas à la maison à ce moment-là. Selon les rapports du détective Solomon, son histoire était qu'il avait entendu des bruits venant des buissons sur la propriété, des feuilles qui bruissaient, mais il affirma n'avoir rien vu lorsqu'il était sorti. Littleton ajouta qu'il n'avait pas vu Thomas avant 22h25, quand celui-ci l'avait rejoint devant la télévision. Les autres garçons Skakel rentrèrent dans la demi-heure qui suivit. Littleton ne savait apparemment pas qui était Martha Moxley. La nuit de son meurtre était en fait sa première nuit chez les Skakel. Et bien qu'il ait échoué à plusieurs tests du détecteur de mensonges, Littleton ne fut jamais inculpé en lien avec l'affaire. Au milieu de l'enquête active, la police découvrit 2 éléments de preuve surprenants. Martha Moxley avait été battue et poignardée avec un club de golf Tony Payne. Ces clubs de golf étaient engravés aux initiales d'Anne Skakel, et après inspection, les mêmes clubs furent trouvés dans la maison des Skakel, mais il en manquait un. Leur père, Rushton Skakel, qui était auparavant parti pour un voyage de chasse, rentra précipitamment en apprenant la nouvelle du meurtre de Martha. Bien qu'au début de l'enquête il ait été plutôt coopératif avec les inspections et les déclarations, il cessa rapidement ses relations avec la police. Le 22 janvier 1976, sur conseil de leurs avocats, les Skakel refusèrent de répondre à d'autres questions et mirent fin à la coopération de leur famille avec les enquêteurs. Le soir du 30 octobre 1975, Martha Moxley était partie avec ses amis participer à la Nuit des bêtises, une tradition où les jeunes du quartier sonnaient aux portes et faisaient des farces comme lancer du papier toilette sur les maisons. Selon ses amis, on avait vu Martha flirter avec l'aîné des frères Skakel, Thomas, et on les avait surpris en train de s'embrasser peu après. L'un de ses amis mentionna plus tard qu'il l'avait vu pour la dernière fois disparaître derrière la clôture avec Thomas, près de la piscine dans le jardin des Skakel, vers 21h30. Plus de 200 entretiens programmés furent menés par les détectives dans les mois qui suivirent, tous les témoins passant plusieurs tests polygraphiques pour compléter la procédure. L'affaire resta sans suite pendant près de 2 décennies par manque d'informations. En 1991,
l'affaire Martha Moxley fut rouverte après une rumeur selon laquelle un autre membre de la famille Kennedy, William Smith Kennedy, aurait pu être impliqué dans le meurtre. William était jugé pour des accusations d'agression, et bien que ses liens avec l'affaire Martha Moxley aient été écartés par la suite, toute cette histoire finit par relancer l'enquête avec de nouvelles pistes. La même année, la police fit appel au célèbre médecin légiste, Dr. Henry Lee. Le Dr. Lee put utiliser des technologies qui n'étaient pas disponibles en 1975. Parmi les objets examinés par le Dr. Lee se trouvèrent des vêtements découverts dans les poubelles des Skakel, peu après le meurtre. Il trouva des cheveux et des fibres. Certains cheveux étaient microscopiquement similaires aux siens, d'autres non. Le Dr. Lee détermina que les cheveux appartenaient à un homme caucasien. Le problème était qu'il ne disposait d'aucun échantillon de cheveux des suspects potentiels, et ne put donc établir de correspondance. Cependant, après avoir étudié les photographies de la scène de crime, le Dr. Lee put suggérer un mobile possible pour le meurtre de Martha. Les traces de sang sur son corps indiquaient que quelqu'un avait utilisé la force. Cela suggérait un homicide à motivation sexuelle. Michael devint rapidement le principal suspect dans l'affaire. Peu après, Rushton Skakel engagea supposément un détective privé pour blanchir le nom de sa famille. En privé, il espérait que des informations émergeraient qui jetteraient la suspicion sur d'autres suspects, notamment l'ancien suspect, Kenneth Littleton. Cependant, son plan se retourna complètement contre lui. Les enquêteurs privés Jim Murphy, un ancien agent du FBI, et son assistant Willis Billy Krebs, un ancien lieutenant du NYPD, furent tous deux désormais impliqués dans l'affaire Martha Moxley. Lorsque les deux hommes interrogèrent Tom et Michael Skakel sur leurs activités la nuit du meurtre de Moxley, il s'avéra que les deux garçons avaient menti à la police. C'était l'été dans la banlieue de Belhaven. Thomas Skakel avait révélé qu'il n'était pas 21h30 lorsqu'il avait vu Martha pour la dernière fois devant sa maison, mais plutôt près de 22h. De plus, avant que Thomas ne rentre chez lui et Martha s'étaient livrés à des activités inappropriées devant sa maison. Selon Krebs, Thomas s'était mis à pleurer en admettant cela, mais son avocat l'avait interrompu avant qu'il n'en dise davantage. Pendant ce temps, Michael Skakel avait confié à l'enquêteur qu'il n'était pas allé se coucher en rentrant de chez son cousin vers 23h. Il avait en réalité grimpé à un arbre près de la fenêtre de la chambre de Martha Moxley et s'était également livré à des actes inappropriés. L'auteur et journaliste Dominic Dune avait mis la main sur le rapport de l'enquêteur et l'avait transmis à l'inspecteur d'État Frank Garr, qui avait auparavant été détective sur l'affaire. Bien qu'il ait déjà exprimé ses soupçons concernant Michael Skakel, le manque d'informations avait conduit au rejet de sa théorie. Ce rapport allait donner un nouveau souffle à ses hypothèses. Leonard Levitt, journaliste d'investigation pour le Newsday de Long Island, avait couvert l'affaire Moxley en 1982. Il partageait une théorie similaire concernant Michael. Il avait souligné l'absence de blessures défensives, ce qui suggérait que la victime connaissait son agresseur. Le simple fait qu'elle ait été frappée à plusieurs reprises avec un club de golf indiquait une rage personnelle, démontrant une telle colère que les deux devaient se connaître, c'était un crime passionnel. Levitt avait attendu 20 ans pour publier sur Martha Moxley. Le rapport indiquait que Thomas et Michael Skakel avaient fait des aveux stupéfiants aux détectives. Tous deux avaient admis avoir menti à la police sur leur version de la nuit du meurtre. Thomas leur avait dit qu'après 21h30, il était rentré chez lui, puis était ressorti pour passer encore 20 minutes avec Martha. Il affirmait désormais avoir eu des relations sexuelles avec Martha, avant de la quitter vers 22h-10. En réexaminant son récit, les incohérences devenaient évidentes. En 1998, un grand jury composé d'une seule personne et un enquêteur furent chargés de réexaminer l'affaire Martha Moxley. Après examen des preuves, le juge George N. Tim estima qu'il y avait suffisamment d'éléments pour inculper Michael Skakel de meurtre. Michael fut poursuivi pour le meurtre de Martha, alors qu'il avait près de 40 ans. Il fallut près de 2 décennies à la justice pour enfin se prononcer. Il fut reconnu coupable après un procès de 3 semaines qui reposait largement sur des preuves circonstancielles. Les enquêteurs avaient récupéré une partie du club de golf, un fer 6 provenant d'un set ayant appartenu à la mère de Michael. Malheureusement, les procureurs ne disposaient d'aucune preuve physique directe reliant Michael Skakel au meurtre. Michael prétendait être loin de la scène du crime, chez un cousin, où il regardait Monty Python's Flying Circus. Malgré tout, les jurés dirent de plus tard avoir été convaincus par ses déclarations incriminantes et son comportement erratique. Plusieurs anciens camarades de classe de Skakel témoignèrent lors du procès.
Apparemment, lorsque Michael était à l'école Elon, un établissement spécialisé visant à réhabiliter les jeunes en difficulté, il leur avait même avoué le meurtre de Martha. Un ancien camarade, Gregory Coleman, témoigna lors de l'audience préliminaire en juin 2000 que Skakel lui avait dit « Je vais m'en tirer avec ce meurtre. Je suis un Kennedy ». Coleman ajouta que Michael avait commenté qu'il avait tenté des avances envers cette fille et que comme elle ne répondait pas à ses avances, il lui avait fracassé le crâne. Cependant, Coleman ne revint pas témoigner au procès pour meurtre de Michael en 2002, car il mourut en août 2001 d'une overdose d'héroïne. Michael, en particulier, était connu pour avoir un passé trouble. Bien que les secrets des Skakel aient été bien gardés, les rumeurs concernant le séjour de Michael à l'école Elon provoquèrent un véritable émoi. Lors d'une séance de groupe dans son école de redressement, Michael avoua être celui qui avait assassiné Martha dans la nuit du 30 octobre. Toutefois, le propriétaire de l'école, Joe Ressi, nia que de telles déclarations aient jamais été faites. Malgré cela, de nombreux témoignages confirmèrent l'histoire. En 1997, Michael Skakel avait enregistré des conversations avec le nègre littéraire Richard Hoffman pour son autobiographie Dead Man Talking. Un cousin Kennedy passe aux aveux. Un enregistrement particulier diffusé pendant le procès fut particulièrement accablant. Michael y déclarait que la nuit du meurtre de Martha, il était ivre, avait fumé de la marijuana et avait des pulsions inappropriées. Quand Dorothy Moxley vint frapper à sa porte ce matin-là, Skakel paniqua. Il dit dans l'enregistrement « J'étais encore sous l'effet de la veille, un peu ivre. » Il rapporta s'être dit « M'ont-ils vu la nuit dernière ?» Michael affirmait craindre que quelqu'un de la famille Moxley ne l'ait surpris en train de se livrer à des actes inappropriés dans leur arbre. Mais les procureurs soutinrent que Michael faisait en réalité référence au fait d'avoir été vu en train de frapper Martha avec un club de golf. La défense de Michael argumenta qu'il n'y avait aucune preuve physique pour le condamner et qu'il avait un alibi pour le moment où Martha fut assassinée. Néanmoins, l'accusation utilisa le procès pour dépeindre Michael comme un adolescent jaloux. Ils affirmèrent que Michael était furieux d'avoir été rejeté par celle dont il était amoureux, alors qu'il était sous l'influence de drogues et d'alcool, et qu'ayant accès à l'arme du crime, il avait fini par agir selon ses pulsions. Le 7 juin 2002, le jury rendit un verdict de culpabilité. Skakel fut condamné à une peine de 20 ans à perpétuité. Le jury de la Cour supérieure d'État annonça son verdict peu après 10h30, au début de son 4e jour de délibération. Rushton Skakel parut presque stupéfait lorsque le président du jury prononça le verdict dans la salle d'audience bondée et silencieuse. Le public se réjouit de la décision du jury. Pendant que Michael était en prison, ses avocats et ses partisans luttèrent pour faire annuler sa condamnation. 4 appels furent déposés, tous rejetés. Puis, le 23 octobre 2013, Michael obtint un nouveau procès, au motif que son avocat de la défense, Mickey Sherman, lui avait fourni une représentation constitutionnellement inadéquate. En conséquence, Skakel fut libéré sous caution de 1,2 million de dollars le 21 novembre 2013. Les procureurs se battirent de leur mieux pour faire rétablir la condamnation de Skakel. Ils y parvinrent des années plus tard, en décembre 2016. La Cour suprême du Connecticut statua finalement par une décision de 4 contre 3, déclarant que sa représentation était en fait valable. Mais l'affaire ne s'arrêta pas là. En mai 2018, la Cour renversa sa décision par une autre décision de 4 contre 3, concluant que le représentant de Michael, Mickey Sherman, n'avait pas fourni de preuve de l'alibi de Michael lors du procès initial. Les procureurs ont toujours la possibilité de rejuger Michael, mais auront certainement des difficultés à le faire en raison des témoins décédés et d'autres problèmes. L'équipe juridique de Michael, dans un communiqué, salua la décision de la Cour, affirmant qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Les avocats dirent également que Michael, qui maintient son innocence, avait été injustement emprisonné. Les Moxley, cependant, restent certains de la culpabilité de Michael. « Il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'il l'a fait », déclara Dorothy. John Moxley, son fils de 59 ans, dit que le verdict du jury lors du procès de 2002, auquel ils étaient parvenus après avoir entendu les preuves contre Michael Skakel, continuait de le rassurer. Michael Skakel a aujourd'hui 55 ans et vit chez sa tante dans le comté de Westchester, New York. Il passe ses journées à s'occuper de son fils de 15 ans, George, et fait de son mieux pour tourner la page sur le traumatisme de sa condamnation et de son emprisonnement passé. Il est légalement tenu de demander l'autorisation du tribunal pour voyager hors du Connecticut ou de New York. « J'aimerais mettre ce cauchemar derrière moi »,
pour pouvoir commencer à avoir une semblance de vie avec George, sans que tout cela ne pèse sur ma tête, a-t-il déclaré par email. J'ai perdu 11 ans et demi de ma vie. J'ai manqué l'enfance de George. Je sais que je ne récupérerai jamais ces années, mais je me sens chanceux de passer du temps avec George maintenant. La mort de Martha Moxley fut un cauchemar récurrent pour la communauté de Greenwich et sa famille et ses amis, qui dura plus de 40 longues années. Le père de Martha, John David Moxley, mourut en 1988 en se battant pour la justice de sa fille. La famille Kennedy continue de tirer profit de l'affaire Martha Moxley, même aujourd'hui. Robert F. Kennedy Jr. a écrit un livre intitulé « Frame, Why Michael Skakel Spent Over a Decade in Prison for a Murder He Didn't Commit » en 2016. Dorothy Moxley, la mère de Martha, âgée de 84 ans, a déclaré que le livre l'avait laissée sans voix. Elle ajouta que jamais de sa vie elle n'avait vu la vérité aussi tordue et manipulée. Elle croit toujours que Michael est l'assassin de son enfant. Le livre de Kennedy consacra un chapitre entier à déformer le caractère de John, le père de Martha. Il remit en question ses allées et venues la nuit du meurtre et souleva de nombreuses allégations sur la famille Moxley. Michael Skakel reste libre depuis décembre 2019. Le nom de Martha Moxley est à jamais gravé dans les cœurs de Greenwich. Une jeune et belle fille fut privée de son enfance avant même d'avoir pu s'épanouir dans son adolescence. Ce n'est pas la première tragédie qui a été enterrée par les hommes Kennedy. Alors, à votre avis, est-ce que Michael Skakel est vraiment coupable? Qu'en pensez-vous? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucune enquête. On se retrouve prochainement pour une nouvelle affaire.